Donc je suis de nouveau très fier de vous accueillir et de démarrer donc la deuxième partie de ce premier Ergon Café destiné aux non-vétérinaires. On a dépassé les 110 inscrits pour cette fois-ci, ce qui est toujours, pour nous très appréciable. On est très content que le thème vous plaise autant. Pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, je rappelle donc que ce thème de la surcharge mentale est venu du travail d'un groupe de terrain, d'un super focus group d'ASV et de non-véto, dont Audrey, Céline, Charlène, Marjorie, Nathalie et Virginie, qui nous ont aidés à concevoir le cadre de ce thème et le contenu qu'on allait vous présenter. Après les premiers éléments qui ont été abordés la dernière fois par Gaël Alain, donc notre cerveau, comment mieux l'utiliser au travail. Aujourd'hui, on va parler plus, a priori, de stratégie de gestion de cette charge mentale et de notre concentration, comment organiser nos flux d'informations, comment se concentrer, et pas mal d'exercices personnels. Pour ceux qui avaient manqué d'applications pratiques la dernière fois, vous devriez avoir votre compte aujourd'hui. Gaël Alain, qui est donc notre conférencier pour aujourd'hui, est docteur en psychologie cognitive, expert en charge mentale et en gestion de l'attention, chercheur associé à Grenoble École de Management et auteur de nombreux ouvrages, toujours sur le sujet de la charge mentale et de l'attention. Il développe le concept d'écologie mentale, dont il nous parlera peut-être un peu plus aujourd'hui. En animation, vous avez Laurence Potvin qui l'accompagne, qui modérera les questions que vous poserez et qui les rassemblera pour les poser à Gaël. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. En bas à droite de votre écran, vous avez des petites bulles de discussion. Vous posez vos questions et Laurence récupérera les éléments et les posera directement à Gaël. Donc n'hésitez pas à intervenir tout du long. Avant de démarrer, je remercie bien sûr l'équipe Ergon de préparation de cet atelier, principalement Virginie Ferry qui a coupé sa caméra mais qui est avec nous, qui est notre non-veto à ASV. Elle est directrice du groupe vétérinaire Eolia, donc 5 sites dans le sud de la France, membre invité du conseil d'administration et elle est l'architecte principal de ce projet d'Ergon Café Non Veto. Et Elodie qui s'est cachée également, mais qui est notre petite fée qui a coordonné toute la mise en place pour aujourd'hui. Je remercie aussi nos partenaires annuels 2024 pour cette année. Donc, nous avons Dome Pharma, ILS, MSD et Royal Canin qui nous accompagnent et qui nous permettent une nouvelle fois de vous offrir pour l'instant cet Ergon Café gracieusement. Voilà. Je vous remercie à tous d'être là et je cède la parole à Gaël pour débuter cette passionnante intervention. Merci. Merci Cyril, bonjour à toutes et à tous. Ravi donc de vous retrouver en partie depuis la première édition en décembre dernier. Donc la petite difficulté, c'est que je pense que parmi vous, il y a des gens qui avaient probablement participé au premier webinaire qu'on avait réalisé. Puis peut-être qu'il y a des nouveaux, donc pas de panique. Le webinaire est destiné à tout le monde, il n'y a pas de prérequis. Vous allez pouvoir profiter de la thématique du jour sans avoir forcément participé au webinaire précédent. Donc l'idée, comme Cyril l'a répété, ça va être de découvrir aujourd'hui un petit peu notre cerveau et de voir comment on peut finalement l'utiliser confortablement et efficacement dans un monde, on l'avait vu la dernière fois, ultra stimulant, ultra connecté, avec quand même beaucoup de charges d'informations qui pèsent sur chacun, sur chacune d'entre nous. Donc, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'avoir une approche très individuelle. On va voir finalement comment, à travers des petits exercices, à travers des petites modifications dans nos comportements, on peut se redonner des marges de manœuvre, reprendre du contrôle et pourquoi pas, soyons fous, du plaisir dans notre façon de gérer les flux d'informations. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous, pour commencer, peut-être un petit rappel quand même, si vous voulez bien, sur la notion d'écologie mentale, puisque en fait, c'est ce dont il va être question aujourd'hui encore. Quelques petits rappels sur l'approche de Mental Echo par rapport à tout ça. Et puis ensuite, on ira sur des choses très terre à terre, très pragmatiques et très individuelles aujourd'hui, un petit peu plus que ça n'a été le cas la dernière fois. Puisque dans l'écologie mentale,
il y a bien un aspect très individuel, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je dois faire pour mes petits neurones à moi, et puis un aspect plus organisationnel qu'on avait abordé, notamment sur la question de comment on crée des plages de concentration, etc. Avec, on l'avait vu, des difficultés parmi vous à se dire, mais finalement, comment je peux appliquer tout ça. Donc, je reviendrai un tout petit peu là-dessus parce que c'est quand même la base. Hein. Moi, je peux vous expliquer comment faire pour remobiliser des ressources, pour vous décontracter quand c'est nécessaire, etc. Mais si concrètement, de toute façon, vous ne disposez pas de 2 minutes pour le faire, eh bien, oui, ça sera dans tous les cas compliqué. Alors, je crois avoir vu apparaître un petit sondage peut-être sur les participants de la dernière fois versus ceux qui n'y étaient pas, c'est ça? J'ai pas eu le temps de On a regarder. environ à 20% de personnes qui n'étaient pas présentes la dernière fois. Bon, eh ben, je commence juste par un tout petit rappel. On prend 5 minutes pour reposer les choses et ensuite on enchaîne sur des choses plus individuelles. Allez, c'est parti. Donc, la notion d'écologie mentale, hein, on l'avait vu, alors ça, ce sont des slides communes, mais ça consiste globalement à essayer de remettre en adéquation à la quantité d'infos que j'aimerais être capable de traiter d'un côté et celle que mon cerveau est réellement capable de traiter de l'autre. On a vu une des principales solutions, ça visait à limiter un petit peu, de toute façon, le nombre d'informations auxquelles mon cerveau doit faire face pour reprendre du contrôle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autre partie, c'est-à-dire comment je peux essayer de remobiliser, d'améliorer un petit peu le mode de fonctionnement. Quoi qu'il en soit, on avait vu que l'on vit aujourd'hui dans un monde ultra stimulant. Je vous avais donné cet exemple de la quantité de données produites sur le web d'ici à très bientôt. Et on voit en tout cas le décalage un petit peu exacerbé entre ce que nos outils digitaux, d'un côté, nous permettent de recevoir, ce que les modes d'organisation de nos entreprises et de vos cliniques créent comme tumulte et comme flux d'informations. Et puis, on a vu qu'en face, pour traiter tout ça, on n'a qu'un vieux cerveau. Hein. Je vous avais expliqué que ce cerveau, globalement, il a 200 000 ans dans sa version Homo sapiens, d'homme moderne, 200 000 ans. Et du coup, il y a une inadaptation assez flagrante entre la quantité d'infos qu'on souhaiterait traiter et les capacités intrinsèques de cet outil-là. Voilà. Donc ça, on avait bien illustré ce décalage-là. Et on avait vu que de toute façon, quand on place ce cerveau dans des environnements qui sont ultra stimulants, et je compte aussi sur vous peut-être aujourd'hui au cours de ce webinaire pour nous faire remonter votre expérience. Je pense que ça sera très riche, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire dans le contexte dans lequel vous travaillez. Vous expliquer aussi ce que vous avez déjà potentiellement mis en pratique et qui peut fonctionner. Voilà, en tout cas pour corriger peut-être l'image un peu peut-être erronée ou en tout cas très partielle de ce que moi je peux avoir de vos métiers d'assistanat dans une clinique vétérinaire. Mais voilà, en tout cas, on avait bien l'idée que vous aviez un travail très interrompant, c'est-à-dire que c'était difficile de vous consacrer pleinement à une activité parce qu'il y avait plein de choses à faire, il y avait plein de choses qui se télescopent. Et tout ça, on avait chiffré le coût des interruptions au dernier séminaire. On a vu que c'était très problématique puisque toutes ces interruptions, finalement, ça pénalise énormément la performance intellectuelle et puis ça fatigue, ça crée du stress et d'une certaine manière de la frustration. Voilà. Donc, l'idée, c'était globalement de se dire, voilà, notre cerveau, dans le monde moderne, dans le monde dans lequel on vit, est déjà globalement très occupé. Ce n'est pas complètement illusoire de penser même qu'il est complètement sous l'eau par moment. Et ça, c'est déjà un petit peu pour tout le monde, avec cette notion de sursollicitation, de ce que les Québécois appellent l'infobésité. Et dans vos métiers à vous, c'est aussi visiblement quelque chose d'assez prégnant. Et c'est pour ça, j'imagine, que vous étiez orienté aussi sur cette thématique-là pour essayer de voir comment on peut un peu remédier et améliorer les choses. Voilà, ça c'était pour la petite introduction et pour remettre un petit peu tout le monde à niveau, notamment les 20 personnes qui n'étaient pas forcément là la dernière fois. On va pouvoir entrer désormais dans le vif du sujet et s'intéresser à la manière dont on peut reprendre en main un petit peu son cerveau et finalement quel type d'exercice, quel type de pratique mentale on peut effectuer en fonction de l'effet qu'on veut obtenir sur ce cerveau. Voilà, donc je vous invite à utiliser le chat. Cyril l'a répété. Laurence est là pour me répercuter vos questions. S'il y en a, n'hésitez pas.
à intervenir au fil de l'eau. Ça sera probablement plus intéressant que on peut reporter une partie des questions à la fin, hein, sans aucun problème. Mais s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser via le chat. Voilà. Moi, je ne les verrai pas directement apparaître, mais Laurence me les reportera. Alors, en ce qui concerne les stratégies de régénération mentale, de régénération de notre cerveau, on va en voir un certain nombre aujourd'hui. Et la première, toujours en lien avec ce qu'on a vu la dernière fois, c'est quand même de régénérer son cerveau en se déconnectant. D'accord ? Alors, c'est un paradoxe quand on traite ce sujet via une interface digitale, comme c'est le cas aujourd'hui, je l'entends, mais voilà, c'est un petit peu les conclusions du dernier webinaire. La première stratégie, c'est que de toute façon, si vous n'acceptez pas, si vous ne prenez pas des moments pour vous, des temps pour vous, et quand je dis des temps pour vous, c'est des temps hors tumulte du monde, c'est-à-dire hors connexion digitale, et puis hors interaction, ce sera très difficile, voire pas possible du tout, de mettre en place et de pratiquer des petits exercices. Donc, la première chose à faire, c'est quand même de vous discipliner aussi et de vous octroyer ces petits moments de relâche. D'accord ? C'est important ça. Hein. On voit bien que dans l'écologie mentale, il y a ce double langage, à la fois collectif et individuel, mais ça veut dire qu'on a tous individuellement notre responsabilité là-dedans. J'ai compris que c'était compliqué dans les contextes dans lesquels vous évoluez d'avoir des moments un peu tranquilles. Néanmoins, si vous ne les fabriquez pas, si vous ne les imposez pas, peut-être un petit peu au forceps par moment, eh bien, ça ne sera pas la peine. Voilà. Enfin, c'est difficile de reprocher à un moment donné à quelqu'un d'autre que vous-même le fait de ne pas avoir, ne serait-ce que parfois 2 ou 3 minutes. Vous allez voir, on va travailler sur des temps très courts aujourd'hui, 2 ou 3 minutes pour vous dans une journée. Et il y a un moment, c'est aussi de notre propre responsabilité. Alors, pour essayer de les fabriquer, ces temps-là, il faut se discipliner numériquement. On l'a vu la dernière fois, il faut supprimer le push, tout ce qui est remonté par les applications, etc. Il faut accepter et décider d'avoir des temps de travail hors connexion, d'accord, pour avoir quelques moments dans la journée, dans la semaine, durant lesquels vous n'aurez à vous intéresser qu'à un seul sujet. Et si vous faites ça, eh bien, on l'avait vu, hein, vous allez gagner énormément de temps, finalement, parce que les interruptions, c'est très pénalisant. Et enfin, c'était une des conclusions de la dernière fois. Pour faire ça, il ne faut pas que vous soyez toujours dans le souci de louper l'info importante, c'est-à-dire bien déterminer collectivement pour vous quel est le canal de l'urgence. Voilà. Je ne vais pas repasser trop de temps là-dessus. On pourra en rediscuter si vous avez des remarques par rapport à ça sans problème, parce que c'était les conclusions de la dernière intervention, mais ça reste fondamental. D'accord ? Tout ce dont il va être question aujourd'hui, alors soit vous décidez que vous pouvez le faire chez vous le soir tranquille, mais par moment, ça pourrait être intéressant que vous ayez des petits moments pour vous aussi dans le cœur de votre journée. Et voilà, et ce n'est pas du temps perdu, je le répète, ce n'est pas du temps qui est sacrifié pour l'entreprise, pour votre clinique. Si vous êtes dans un meilleur état d'esprit, si vous êtes plus performant intellectuellement, plus confortable, plus serein, plus sereine, eh bien, vous serez de toute façon plus efficace et tout le monde a y gagné. Voilà. Ça, c'était vraiment la première stratégie, c'est de toute façon se déconnecter, accepter ça. La deuxième stratégie, elle va avoir lieu, qui est aussi une stratégie générique. Elle a trait à la question du sommeil. Alors, je me permets là encore de commencer par ça, puisque finalement, là aussi, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des petites techniques qui vont vous permettre à la marge d'améliorer des choses. Mais si vous vivez en perpétuelle dette de sommeil, ça aura peu d'impact. Donc, commençons par ce qui fonctionne le mieux, ce qui a le plus d'impact, c'est-à-dire travailler sur la gestion de son sommeil. Alors, ça peut paraître un petit peu théorique présenté comme ça, mais vous allez voir que les conséquences sont très concrètes. Ici, je vous ai représenté tout simplement une série de cycles de sommeil. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui m'importe, moi, à ce stade, c'est que vous découvriez que finalement, dans les différents cycles de sommeil que l'on enchaîne au cours d'une nuit, eh bien, finalement, chacun de ces cycles n'est pas constitué exactement du même type de sommeil. Donc, dans un cycle de sommeil, hein, on alterne, on commence par du sommeil, par une phase d'endormissement, puis du sommeil lent, pour aller jusqu'à du sommeil profond. Et chacun des cycles se termine par une phase dite de sommeil paradoxal, hein, qui correspond globalement au moment où on rêve. D'accord ?
Alors, pour faire le lien avec votre métier, c'est quand j'étais étudiant, moi, qu'on travaillait sur ces questions de gestion de sommeil, de dette de sommeil, et notamment de manque de sommeil paradoxal, on travaillait souvent sur les chats, parce qu'ils ont cette caractéristique de se mettre en boule quand ils sont en sommeil paradoxal, et du coup, ça nous permettait de savoir à peu près où ils en étaient dans leur cycle. Voilà, bon, c'était une petite aparté animale, mais globalement, c'est pareil pour les Homo sapiens, nous que nous sommes. On voit en tout cas que si vous regardez les cycles de début de nuit, vous avez pas mal de sommeil profond, d'accord? Et ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est le corps qu'on va régénérer à ces moments-là. Et plus vous avancez dans la nuit, plus vous enquillez de cycles, et plus la part de sommeil profond diminue, et par contre, plus la part de sommeil paradoxal augmente. Or, pour faire le lien avec notre thématique du jour, le rôle structurel et physiologique du sommeil paradoxal, c'est beaucoup de consolider notamment les souvenirs, d'ancrer les souvenirs en mémoire. Bref, quand on a du sommeil profond, c'est le corps qu'on régénère. Et si je simplifie un peu, quand on a beaucoup de sommeil paradoxal, c'est plutôt le cerveau qu'on régénère. Tout ça pour vous dire que si vous faites, comme on le fait tous, toutes et tous malheureusement, qu'on comprime un peu ces nuits de sommeil, qu'on se couche toujours trop tard, parce qu'on commence à regarder 2-3 trucs à la télé ou qu'on va checker 2 mails, mais en fait, ça ne dure jamais 2 minutes, ça dure toujours plus longtemps. Bien, finalement, on n'a pas l'impression qu'on est complètement épuisé parce qu'on a enquillé suffisamment de cycles qui nous permettent de régénérer notre corps, mais comme le réveil, lui, par contre, continue de sonner tôt le matin, ce qui va nous manquer, en fin de compte, ce sont les cycles de sommeil qui comportent le plus de sommeil paradoxal, donc qui sont les plus régénérants pour le cerveau. Donc, c'est hyper important que vous intégriez ça dans vos pratiques quotidiennes, d'accord? On ne se rend pas compte de ça, mais on plafonne parfois intellectuellement, on est dépassé aussi par ce qui nous arrive quand on est en dette de sommeil, notamment en dette de cycle de fin de nuit de sommeil. C'est bon, Laurence, est-ce qu'il y a des remarques, des questions à ce stade-là? Une petite remarque, aussi, on peut être dérangé par les enfants. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, il y a des périodes de la vie qui sont évidemment plus compliquées que d'autres à gérer. Alors, après, il n'empêche qu'on peut, finalement, la nuit en un bloc, c'est une invention relativement moderne, hein. Avant, les gens avaient besoin de se réveiller de toute façon dans la nuit pour recharger le foyer en bois. Voilà, donc on peut avoir ces cycles qui sont découpés et qui apparaissent dans des moments un peu fractionnés en termes de sommeil. Donc voilà, mais le tout, c'est au final, sur un cycle de 24 heures, d'avoir suffisamment de cycles de sommeil. Mais oui, c'est clair que voilà, monde trépidant plus enfant en bas âge, c'est un combo un peu délicat pour un cerveau. On verra tout à l'heure, hein, il y a des petites pratiques qui permettent de compenser. On pourra aborder la question des micro-siestes, des power naps. C'est tout à fait pertinent aussi. J'ai quand même une question, Gaëlle, additionnelle. Combien de cycles devons-nous avoir au minimum? Alors, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'il y a autant de types de dormeurs, je pense qu'il y a d'individus. Les cycles, il en faut au moins 4 ou 5, ça c'est sûr. Et après, la durée de ces cycles est très variable d'un individu à l'autre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, en une nuit assez courte, finalement, arrivent à enquiller leurs 5 cycles de sommeil. Alors, allez, je ne sais pas, peut-être sur un temps total de 5 heures de sommeil, 5 heures et demie. La plupart des gens doivent dormir au moins 7 heures, 7 heures et demie. C'est le minimum. On a malheureusement souvent un petit peu moins. Alors, on peut vivre avec une petite dette de sommeil. Si le week-end, par exemple, on s'octroie un petit peu de récupération, c'est possible. Je dis attention juste je ne sais pas comment appeler ça, peut-être un peu la propagande des grands de ce monde, vous savez, des présidents qui ne dormiraient que 3-4 heures par nuit. Enfin, là, je parle sous le contrôle de Cyril, des vétérinaires, qui connaît probablement mieux un certain nombre de produits que moi, mais je ne suis pas sûr qu'ils marchent tous à l'eau claire, tous ces gens-là. Donc, non, soyons raisonnables et réalistes. Voilà, il faut le temps moyen de sommeil, c'est au moins 7 heures, entre 7 et 8 heures. Mais effectivement, il y a quelques personnes qui arrivent à comprimer, à passer tout leur cycle en un temps plus court que ça. Merci. Voilà, donc ça c'était pour la stratégie numéro 2, gérer son temps de sommeil. C'est assez simple, mais hyper efficace. Régénérer ses neurones en mettant son corps en mouvement. Oui, alors ce que je vous propose là, pour commencer, c'est un petit exercice. Alors attention, j'ai besoin de faire quelques petites manipulations.
Je vais juste quitter le partage de présentation et vous allez me dire. Ton son est coupé, Gaël. Toujours coupé. Faux contact de micro, ça ne veut pas repartir. Oui. On ne t'entend toujours pas, Gaël. Peut-être ressortir et revenir. Oui. Ouais, le problème, si on change de micro, c'est qu'en effet, il faut ressortir et revenir. On ne peut pas changer de périphérique. Voilà. Ça m'a fait la même chose tout à l'heure. Mais Gaël va certainement revenir rapidement en revenant au Oui, il vient de micro-casque. partir. Le voici. Non, avec. C'est bon, vous m'entendez là? Oui. Ok. Donc, parce que je suis désolé pour ce petit problème technique. L'outil n'est pas très très souple. On était du coup dans le mouvement comme stratégie de rémunération et j'ai besoin de faire une prouesse technique et de vous demander de me suivre pour me voir en pied. Voilà, on va faire un petit exercice si vous le voulez bien. Alors faites-le avec moi hein, parce que sinon je vais évidemment avoir l'air ridicule. On va travailler ce que l'on appelle la proprioception. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, la proprioception. C'est une modalité sensorielle, finalement, exactement au même titre que la vision ou que l'audition, mais dont on n'a pas forcément conscience parce que c'est géré de manière complètement automatique par notre cerveau. Donc, la proprioception, c'est ce qui permet notamment de gérer la position de notre corps dans l'espace et la question d'équilibre ou déséquilibre. Donc, pour gérer la proprioception, je vous propose le petit exercice suivant pour en prendre conscience. Il suffit par exemple de vous mettre, je vais orienter un peu mieux mon écran, de vous mettre sur une jambe par exemple, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et si c'est trop facile, vous fléchissez légèrement le genou. Et là, on essaye de tenir la position pendant une dizaine de secondes en faisant abstraction évidemment du ridicule de la situation dans cette position dite du flamant rose. Okay, et on fait ça 10 secondes sur l'autre jambe. Voilà. OK? Et ensuite, on se remet tranquillement sur ces deux jambes. Alors, évidemment, là, jusqu'ici, on faisait relativement les malins parce qu'on avait les yeux ouverts et que la vision nous aide à corriger très facilement ces déséquilibres. On va faire exactement la même chose maintenant, si vous voulez bien, avec les yeux fermés. OK? Donc voilà, vous mettez sur une jambe, genoux fléchis, les yeux fermés, sans trop de faire moulinet avec les bras, et en essayant éventuellement de mémoriser de réception potentielle. On fait ça 10 secondes sur une jambe, et puis 10 secondes sur l'autre. OK? Alors c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Hein. Si on est hyper laxe dans une cheville, voilà. Bon, je reviens plus près de vous. Hop. Et l'idée, à travers cet exercice, hein, pourquoi je nous inflige tout ça, alors c'est pas que pour avoir le plaisir d'avoir l'air ridicule ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ce petit exercice dit du flamant rose, qui est un petit exercice qu'on avait adapté d'une posture de yoga. Et cet exercice a fait l'objet d'une étude de validation qui a été réalisée par un laboratoire à Montpellier qui s'appelle Epsilon, spécialisé dans la santé. Verdict de ce petit exercice-là, hein, dans la position les yeux fermés, genoux pliés et debout sur une jambe, eh bien, à peu près 15% d'amélioration de la capacité de mon cerveau à manipuler mentalement des informations. Les groupes d'étudiants qu'on avait pré-testés, en leur demandant de mémoriser des séries de consonnes sans signification les plus longues possibles,
En gros, les étudiants, comme tout le monde, on est capable de mémoriser des séries de 7 informations. Ça, c'est un résultat traditionnel en matière de mémoire. Eh bien, après avoir fait le flamant rose, ce chiffre, il passe de 7 à 8,5 en moyenne. Voilà. Quand on compare la performance à des gens qui sont restés statiques. D'accord ? Donc, c'est tout ça pour vous dire qu'il est hyper important de travailler sa proprioception, de varier les postures. D'accord ? On a une vision un petit peu erronée de ce que peut être la concentration, hein, parce qu'on a appris à l'école qu'être concentré, c'était je me tais, je ne bouge pas. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Voilà, quand je suis debout, je n'ai pas tout à fait la même pression sanguine dans mon cerveau que celle que j'ai quand je suis assis. Quand j'ai une décision à prendre et que je la prends debout, je n'arrive pas tout à fait aux mêmes conclusions que lorsque je suis assis. Donc, la prochaine fois que vous devez décider, considérez le problème une fois debout, une fois assis. Il y a beaucoup plus de chances que vous arriviez, si vous avez si vous arrivez 2 fois à la même conclusion, pardon, vous avez plus de chances que ce soit correct. OK ? Laurence, des réactions Pas pour le moment, Gaël. Moi, j'ai juste une question. Combien de temps il faut faire cet exercice si on a envie de faire celui-là, même si on peut bouger naturellement, mais combien de temps? Alors, l'exercice, il est là, on l'a vu, hein, tel qu'on l'a testé à Montpellier, là, c'était 2 fois 10 secondes sur une jambe. On a des effets, on a testé les effets immédiatement après l'exercice. Ensuite, toutes les 3 minutes jusqu'à 15 minutes, il y a encore des effets d'amélioration de la performance sur des tâches qu'on appelle de mémoire de travail, là, de manipulation d'infos, à 15 minutes, même si c'est moins fort qu'au début. On n'a pas testé plus longtemps. Merci. Alors, je repartage ma présentation, pardon. Hop. Alors, évidemment, elle est revenue au début, ce qui n'était pas prévu non plus. Je me remets à peu près là où on était. Tac, tac, tac. Voilà, le sommeil, on l'a fait. Et on en était là, dans l'exercice du flamant rose. Donc, pour aller un petit peu plus loin sur l'impact du mouvement, sur la performance intellectuelle et rester aussi sur des choses que vous pouvez faire, là, on vient de faire l'exercice central, là, la numéro 2, pour booster ses ressources. On voit qu'on peut faire varier sa posture. Ça veut dire aussi peut-être travailler, je ne sais pas si vous avez ça, mais sur des Swiss balls, là, vous savez, des ballons de pilates. C'est bon pour le gainage, mais c'est aussi tout à fait intéressant pour la performance intellectuelle. Autre élément associé au mouvement, je pense à une étude israélienne que j'ai lue récemment qui montrait l'impact tout à fait positif de 10 minutes de marche active sur la performance. Là, en l'occurrence, c'était des étudiants qui réalisaient des problèmes de mathématiques. Il n'y a pas photo. Les groupes qui ont disposé de 10 minutes de marche active avant de composer sur leurs exercices de maths ont des résultats selon le type d'exercice, pareil, de l'ordre de 15 à 20% supérieurs à ceux qui n'ont pas bénéficié de ces 10 minutes de marche active. Okay ? Petit truc intéressant dans cette étude, c'est-à-dire que plus les gens étaient mauvais en maths, finalement, plus ils bénéficient de cet effet-là. Alors, les gros cracks en maths, ils bénéficient aussi de la marche active, mais comme il fait un peu l'exercice de toute façon en dilettante, sans trop forcer, le gain est moins important que les gens pour qui c'est un petit peu plus fastidieux. Et il me semble quand même que dans nos activités professionnelles, on a tous évidemment des tâches passion, mais on a aussi un certain nombre de tâches qui nous paraissent plus fastidieuses. Donc, dans ces conditions-là, s'octroyer la possibilité d'aller faire un petit tour. On ne parle pas de marathon en ultra-trail, là, c'est 10 minutes de marche active. On va juste travailler le système aérobie, on va pomper du sang, on va mieux oxygéner le cerveau, et tout ça fait en sorte qu'au final, on est plus performant, facile quand même, comme gain de performance et de confort intellectuel. Enfin, de toute façon, ces changements de posture, ces mouvements, ils sont intéressants aussi, ne serait-ce que pour lutter contre les TMS, la douleur, mais ça, vous connaissez parfaitement tout ça, j'imagine. La douleur, c'est une modalité sensorielle, au même titre que la vision ou que l'audition. Quand je commence à dépenser des ressources, que mon cerveau commence à traiter ces informations-là, bref, quand je commence à être dans l'inconfort, voire dans la douleur, toutes les ressources que j'octroie à ça sont autant de ressources qui sont plus disponibles pour faire autre chose. Donc, si j'arrive à diminuer cette gêne, diminuer cette douleur dans les cas extrêmes par du changement de posture, eh bien, c'est là encore
autant de ressources que je peux réallouer à des choses plus sympas que d'avoir mal. C'est bon pour vous? Gaël, Voilà. concernant la proprioception, à quelle fréquence tu la conseilles chaque jour? Alors, en fait, c'est vraiment à la demande. Faites-le quand vous sentez, vous êtes en train vous avez besoin de finir un dossier, mais vous voyez que ça pinaille un petit peu, voilà, la conclusion ne vient pas, bah, faites-le à ce moment-là. Moi, j'aime bien la faire aussi de manière collective, ce petit exercice du flamant rose. Vous démarrez une réunion, vous voulez pas que ça dure 2 heures et vous voulez être efficace, allez, bah, pourquoi ne pas proposer collectivement? Bah, c'est plutôt rigolo. Et en fait, bah, c'est tout simple. C'est plutôt toutes les petites techniques qu'on va vous proposer là aujourd'hui, elles sont plutôt à faire à la demande. C'est quand vous en ressentez le besoin, il n'y a pas forcément de fréquence à s'imposer par rapport à tout ça. Merci. C'est bon pour vous? C'est bon. Alors, un petit détour par les émotions aussi, parmi les stratégies que je vous propose. Alors, pourquoi parler des émotions? Et en plus, vous allez voir, on va rester vraiment sur la sphère cognitive de la gestion émotionnelle. Parce qu'il faut que vous ayez à l'esprit que parmi les réseaux de neurones dont nous disposons dans notre cerveau d'Homo sapiens, on a à peu près 50% qui sont associés à la gestion d'états internes, dont les émotions. C'est-à-dire que pour qu'on traite correctement les informations et parmi les informations pour traiter correctement des émotions, il faut avoir suffisamment de ressources à sa disposition. Ce qui fait que dans les situations dans lesquelles on est un petit peu acculé, quand on est poussé dans nos retranchements, eh bien, on peut devenir blessant, on peut devenir irritable, pas tant parce que c'est dans notre nature d'être désagréable, c'est juste parce que par moment, notre cerveau ne sait absolument plus faire autrement. Donc, gérer ses émotions, ça a un vrai intérêt en termes, là encore, de confort intellectuel et de performance. Alors, ce que je vous propose, c'est de travailler sur vos propres émotions. Okay, et pour comprendre comment les choses se passent, vous avez dans la représentation que vous avez sous vos yeux, là, sur le cerveau, vous avez en rouge le circuit de la peur, d'accord, et globalement des informations négatives. On voit qu'il s'agit d'une boucle de traitement qui est relativement courte, et l'intérêt de cette boucle de traitement relativement courte, c'est que ça conduit à, c'est mécanique, hein, enfin, c'est physique, ça conduit à une réponse rapide, ça va plus vite, tout simplement. Donc cette réponse associée à la peur, elle est rapide, mais elle est relativement stéréotypée, d'accord, hein, vous voyez quelque chose qui s'agitait dans un fourré, un rugissement quelque part, c'était peut-être un lion, il fallait courir pour, c'est pas la bonne solution de courir, ça je parle, je n'ai pas cette connaissance là-dessus moi, par rapport aux autres, mais voilà, en tout cas, ça nécessitait une réaction de notre part. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce circuit de la peur, il court-circuite complètement la partie supérieure du cerveau, la partie corticale et notamment la partie frontale, la partie avant, qui est véritablement le centre de décision de notre cerveau. Cette partie frontale, c'est le chef d'orchestre, on l'avait abordé un petit peu la dernière fois, et en tout cas, quand on est dans cette peur-là, quand on est dans les informations négatives, là, on court-circuite ça. Alors, c'est tout à fait pratique pour réagir vite, mais en tout cas, on voit que quand la situation est un peu stressante, quand la désorganisation, par exemple, dans une clinique ou à votre poste de travail, conduit à vous mettre un peu dans une humeur négative dans la durée, on voit en tout cas que cette boucle-là, elle n'a plus du tout beaucoup d'intérêt, elle n'est plus très pertinente. Donc, tout l'enjeu, ça va être d'essayer d'aller remobiliser des parties plus corticales de notre cerveau, voilà, vraiment la couche supérieure du cerveau. Et pour ça, eh bien, ce que je vous incite à faire, moi, c'est de travailler avec la fonction langage qui se trouve en haut à gauche de notre cerveau. Et notamment, n'ayez pas peur de prendre le temps de vous transformer un petit peu en enquêtrice, en enquêteur, et de vous demander finalement, d'essayer de mettre des mots sur vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Essayez d'être très précis là-dedans. Ce faisant, je le répète, vous allez activer très fortement les aires du langage et toutes les ressources que vous allez allouer à ça sont autant de ressources qui vont être ôtées du traitement de l'émotion elle-même, puisqu'on fonctionne avec un stock de ressources tout à fait limité. Donc cet exercice-là, il n'est plutôt pas désagréable à faire. On est d'accord, on est là encore à la marge, c'est pour gérer des émotions. Si vraiment la situation est catastrophique, ce ne sera absolument pas suffisant. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais néanmoins,
quand vous êtes dans l'entre-deux, par moment, votre cerveau, si vous arrivez à le poser, à être très précis, à nommer les choses comme il faut, vous allez voir, ça détend, ça apaise très, très largement. Vous pouvez le faire aussi collectivement. Vous pouvez le faire dans l'interaction avec des collègues, c'est-à-dire être capable d'expliquer à quelqu'un que quand il a tel comportement, vous, ça crée une émotion spécifique chez vous. Voilà. Et si on l'aborde de manière précise, là encore, c'est beaucoup plus efficace et ça détend tout à fait tout le monde. Alors, pourquoi je vous propose de commencer par vos propres émotions? Parce que parfois, celles des autres, ce n'est pas du tout évident. Bon, c'était une petite boutade, je ne sais pas si c'est très rigolo dans le contexte de début 2024, mais je trouvais que c'était pas mal. Yael, il y a une question. Est-ce que, pourtant, on entend parfois qu'une dose de stress raisonnable booste les capacités neuronales. Est-ce que c'est faux du coup? Oui, non, c'est tout à fait vrai. Cette boucle de la peur, voilà, dont je parlais, elle est tout à fait pertinente et fonctionnelle. Je veux dire, ça, à un moment donné, pour être efficace, il faut mobiliser des ressources. J'imagine que quand vous avez une intervention sur un animal qui est un petit peu délicate, le vétérinaire, vous-même, vous êtes, il y a un petit peu de tension, et c'est cette petite tension-là qui va faire que vos gestes sont plus précis, votre raisonnement est un peu plus clairvoyant, mais il y a effectivement des limites, c'est-à-dire que si ce moment de tension, il ne peut pas s'éterniser, d'accord, parce que le coût de la concentration, le coût de la mobilisation cognitive est tel qu'au bout d'un moment, ça chute drastiquement. Donc, oui, un petit peu de stress pour se mobiliser, c'est tout à fait positif. La difficulté, c'est quand on ne sort plus et quand notre cerveau ne reçoit plus de signal lui indiquant clairement que la situation stressante ou de tension est terminée. Et c'est un peu ça, on l'avait vu la dernière fois, dans ce monde de flux continu où les infos s'enchaînent les unes derrière les autres, on n'a plus ce signal de fin qui dit calme-toi, là maintenant c'est fini. D'accord ? Et alors je ne sais pas du tout quelles sont vos procédures, mais j'imagine que vous n'enchaînez pas 30 opérations délicates de suite dans la journée parce que ce serait tout à fait au-delà de ce qu'un cerveau est capable de proposer. Mais voilà, donc un peu de stress, ok, c'est mobilisant. Prenez le temps d'acter le fait que les situations stressantes, par moment, elles se terminent, ou alors qu'il y en a d'autres, qu'il y a d'autres situations dans votre vie ou d'autres aspects de votre vie qui fonctionnent bien, qui vont bien, qui vous donnent du plaisir, de la satisfaction, pour éviter de rester dans ces boucles négatives de rumination qui, à la longue, sont usantes, bien sûr. Gaël, est-ce que tu peux remettre un instant, s'il te plaît, à la demande d'un participant, le tableau avec les émotions? Oui. Nous y voilà, le temps que ça arrive chez vous, c'est ça? C'est ça. Bon, ça, c'est très simpliste. Évidemment, c'était une illustration. Mais en fait, on voit que dans notre langue, on a plein de mots en fait, pour décrire précisément ces émotions. Et voilà. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que plus on est précis, plus on gère finalement correctement les infos, les émotions. C'est bon? C'est bon, merci. Allez, j'enchaîne, je reviens ici. Et on va terminer donc cette présentation avec ce qui va nous occuper un petit peu. Là encore, on va faire des exercices. C'est un élément un peu paradoxal que j'ai intitulé régénérer ses neurones en ne faisant rien ou presque. Alors ça, c'est, vous allez me dire, là encore, mais attention, c'est pas possible, on a trop de choses à faire, on ne peut pas rien faire dans une clinique vétérinaire. Peut-être, mais vous allez voir que pourtant, il va falloir que vous discipliniez un petit peu. Alors, je reviens sur quelques éléments qu'on appelle dans notre jargon le mode par défaut. Je l'avais évoqué la dernière fois, je ne sais même plus si je l'ai redit là tout à l'heure, mais notre cerveau d'Homo sapiens, je vous ai dit 200 000 ans, et surtout d'un point de vue physiologique, c'est 1,5 kg à peu près chez l'adulte et 20% de la consommation d'énergie métabolique. Okay ? Donc, ce qui veut dire que notre cerveau, c'est 2% de la masse corporelle, d'accord ? C'est pas énorme, mais c'est 20% de la consommation d'énergie. Donc, je vous passe, même si j'ai un peu insisté là-dessus, sur le petit couplet du bien manger, du bien s'hydrater et du bien dormir. Ça, j'en ai parlé parce que s'il n'y a pas tous ces éléments-là, évidemment, le cerveau ne fonctionne pas bien.
20% donc de la consommation d'énergie métabolique. Mais ce qui est plus surprenant, et ça, ce sont des données qui ont été découvertes fin des années 90 par un chercheur américain qui s'appelle Marcus Reich. On estime aujourd'hui que parmi les 20% d'énergie qui est consommée par notre cerveau, il y en a une énorme majorité, c'est estimé pratiquement à 80%. 80% donc des 20% d'énergie consommée par notre cerveau qui le sont à des moments où on n'est pas en focalisation attentionnelle. Alors ça, c'est étrange. Ça veut dire qu'il y a une énorme majorité de l'énergie qui est consommée par notre cerveau à des moments où, en tout cas, on a l'impression qu'on ne fait rien. Des moments qui paraissent proscrits, en tout cas dans le monde de l'entreprise, des moments où, je vais dire de manière triviale, où un petit peu on glandouille. Les Anglais parlent de mind wandering, de divagation intellectuelle. C'est beaucoup plus chic, mais ça veut dire globalement la même chose. Okay ? Et si notre cerveau consomme autant d'énergie à des moments où on le laisse tranquille, c'est que lui va utiliser tous ces petits moments de relâche intellectuel pour faire tout un tas de choses au niveau intellectuel. Et qu'est-ce que fait un cerveau finalement quand on lui fout la paix ? Eh bien, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire de la régulation émotionnelle. D'accord ? Si vous arrivez à la clinique le matin, qu'il y a quelque chose qui vous frustre bien comme il faut, qu'il y a un client qui n'est pas sympa, qu'il y a un animal qui est pénible, ça doit arriver aussi. Il n'y a pas que les clients, je pense, qui sont pénibles, il y a aussi les animaux parfois. Peut-être que parfois les animaux de clients pénibles sont eux-mêmes pénibles, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne connais pas. Mais voilà, donc si ensuite vous êtes dans l'interaction toute la journée, vous allez vous coltiner votre frustration jusqu'au soir et rentrer chez vous dans une humeur massacrante. Si, à contrario, vous avez quelques petits moments de relâche dans la journée, ça va permettre à votre cerveau de digérer tout ça. Et quand je dis des petits moments de relâche, il s'agit vraiment de petits moments. On a terminé à Grenoble, dans une chaire à laquelle j'appartiens, où on travaille sur la transformation digitale des entreprises. Mais on a terminé récemment une étude sur laquelle on était sur des temps de relâche intellectuelle au travail de 60 secondes toutes les 15 minutes. On n'est pas dans de la relâche intégrale, hein. C'est tout à fait cadré dans le temps, c'est tout à fait intégrable dans notre pratique. Eh bien, juste d'avoir 60 secondes, enfin une minute de relâche intellectuelle assez régulièrement, ça permet d'améliorer significativement la performance derrière sur des tâches standardisées de concentration. Ça permet aussi, donc je le disais, de réguler des émotions. Ça permet de faire de la mise à jour en mémoire. On l'a évoqué rapidement à propos du sommeil paradoxal tout à l'heure pendant la nuit, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi la journée par moment qu'on ait des petits moments de relâche pour que notre cerveau ait le temps de rattraper parfois un peu le retard qu'il a sur tout ce flux d'informations et qu'il puisse consolider, ancrer un petit peu des souvenirs. Et enfin, à quoi ça sert ces petits moments de relâche intellectuelle ? L'analogie, c'est la bonne idée sous la douche. C'est finalement c'est dans ces moments qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une bonne idée. D'accord ? Et alors, tous les gens qui pratiquent peut-être parmi nous des sports de fond, la course à pied ou des choses comme ça, s'aperçoivent que finalement, il ne se passe pas forcément grand-chose quand on court, mais quand on prend sa douche à la fin de sa séance de sport, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de choses qui se sont articulées et qui se sont agencées souvent de manière pertinente. OK ? Donc, voilà, ça, c'est le paradoxe, hein, c'est que notre cerveau a besoin de moments de tranquillité pour faire plein de choses. Et du coup, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous reste dans vos journées trépidantes ? Ne prenons pas le matin très tôt ni le soir très tard comme exemple, mais qu'est-ce qui vous reste dans le cœur de votre journée pro, mais pourquoi pas aussi perso, comme moment hors de la stimulation, bref, comme petit moment pour vous. Donc, il faut vraiment s'atteler à ces choses-là, parce que sinon, il ne pourra pas se passer grand-chose de bénéfique. On va voir maintenant, pour terminer, tout tranquillement, finalement, 3 types de situations et puis comment intellectuellement les gérer. Et parmi ces situations, on verra comment aider ce cerveau à partir en mode par défaut, en divagation, lorsqu'on a besoin vraiment de régénérer, de remobiliser des ressources intellectuelles. Il n'y a pas de portée universelle sur la diapositive qui s'affiche sur votre écran. C'est ma manière à moi de représenter les choses, mais je pense qu'on a ici 3 situations que chacune d'entre nous qu'on peut vivre en tout cas assez quotidiennement ou assez fréquemment. Donc, la première situation, c'est celle dans laquelle il faut qu'on remobilise des ressources, hein, parce que voilà, on est crevé, on n'y arrive plus, mais pour autant,
on ne va pas arrêter l'intervention au milieu, ou on ne va pas arrêter le bilan comptable du cabinet au milieu du tableau, parce que c'est évidemment pas satisfaisant. Voilà, c'est typiquement dans ce type de situation-là qu'il va falloir apprendre à son cerveau à divaguer. On va voir comment on fait ça. Le deuxième type de situation, c'est les situations dans lesquelles vous cherchez juste la détente, la relax, parce qu'on est un peu là, on en a un peu marre, ça arrive parfois, on veut juste calmer un petit peu le jeu, diminuer la pression. Alors là, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, moi, parce qu'il y a vraiment toutes les techniques dites du développement personnel, et il y a des gens beaucoup plus compétents que moi sur ces domaines-là, mais probablement que vous utilisez déjà spontanément un certain nombre de techniques, et là, on verra ensemble comment, peut-être par le chat, partager ce qui fonctionne bien pour vous. En tout cas, sur ce type-là, quand on recherche la détente, la relax, moi, j'ai une règle qui me semble assez universelle, c'est faites des choses qui vous font du bien. D'accord ? Moi, je connais des gens qui stressent parce qu'ils n'arrivent pas à méditer. Là, j'ai envie de leur dire, calmons-nous, allez faire du vélo ou du jardinage, ça fera exactement le même effet. D'accord ? Il faut avant tout faire les choses parce qu'elles nous plaisent. Si on dit qu'on va se mettre à faire de la sophrologie, de la méditation, parce que ça va nous rendre plus performants, ça galvaude un peu l'affaire. De toute façon, on ne tiendra pas très, très longtemps. Et enfin, dernier type de situation, on finira là aussi par un petit exercice, c'est finalement comment on peut arrêter, c'est la situation dans laquelle vous avez des pensées intrusives, vous êtes un peu dans la gamberge, là, que vous aimeriez que le petit hamster qui pédale dans votre roulette, finalement, il aille se coucher. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut proposer comme exercice à notre cerveau? Et on va voir ça tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est un premier exercice qui va consister à régénérer le cerveau. OK ? Alors, il faut que je sorte de ma présentation à nouveau et on va vous passer une bande son. Ces petits exercices qui permettent d'aller en mode par défaut, eh bien, c'est des exercices. Celui qu'on va vous proposer, c'est une petite histoire. Vous allez voir, ça dure 2 minutes. Il était une fois, blablabla. C'est souvent suffisamment bien enregistré, les exercices que nous on propose, pour que ce soit agréable à écouter. Puis parfois, c'est suffisamment sans intérêt pour que le cerveau ait envie d'une seule chose, c'est de se mettre à penser à autre chose, justement. Et moi, je sais que mes exercices marchent quand les gens disent « mais c'est nul ton truc, j'écoutais plus ce qu'on me dit ». C'est exactement là où je veux emmener les gens. Voilà, donc il y a différents types d'exercices. Vous pouvez aussi, si vous êtes, comme c'est mon cas, un petit peu rêveur, et moi, il me suffit de regarder par moments par la fenêtre pour que mon cerveau se mette à penser à autre chose. Ou alors, je peux écouter aussi une petite musique qui me fait planer, et c'est bon, je décolle assez facilement. L'intérêt de ces petits exercices, vous allez voir sur des temps très courts, c'est d'intégrer ces moments de mode par défaut à des moments qui sont opportuns dans votre journée. Sinon, c'est à peu près ce qui se passe quand vous êtes en réunion et quelqu'un vous dit hey, « tu penses quoi de ce truc-là » Puis on est un peu paniqué parce que finalement, on n'était plus tout à fait avec les autres, on était perdu dans ses propres pensées. Voilà, c'est typiquement du mode par défaut. Mais pour éviter que ces moments arrivent à des moments qui ne sont pas opportuns, il faut apprendre à faire ce genre de petits exercices. Laurence, s'il y a des questions, je peux y répondre. Sinon, on attaque un petit audio. Tu peux y aller. Alors, j'arrête de partager ça. Et juste le temps que ça réagisse. Voilà. Et je repartage un autre contenu. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire que de laisser écouter. Réglez le volume de votre son pour que ce soit agréable. Et c'est parti. Pour l'instant, je n'ai pas de partage. Merci. Il était une fois, à l'orée d'un village, un séquoia dont la cime semblait caresser les nuages. Nul ne savait pourquoi le séquoia avait poussé là. Les terres étaient arides, le paysage austère et les habitants revêches. Le maire, qui cherchait des idées pour attirer les visiteurs, lança un jour un grand concours. Celui qui parviendrait à grimper au sommet du séquoia deviendrait citoyen d'honneur du village. Le gain était modeste, certes, mais les occasions de se distraire étaient rares dans la contrée. Aussi, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des affiches furent placardées à des lieues à la ronde, et le jour de l'épreuve, des dizaines de concurrents se pressaient au pied du séquoia, entourés par des centaines de curieux, avides de sensations. Au cours
coups de sifflet du maire, les courageux entamèrent leur ascension. Mais les spectateurs ne les aidaient pas à se dépasser, bien au contraire. Les seules remarques qu'on entendait incitaient plutôt à renoncer. Ils vont se tuer, c'est sûr, c'est bien trop dangereux. Personne ne pourra jamais arriver au sommet, c'est inaccessible. Très vite, plusieurs concurrents renoncèrent, impressionnés par la distance qu'il restait à parcourir et influencés surtout par ces mises en garde inquiétantes. Puis d'autres redescendirent, incitant leurs voisins à faire demi-tour eux aussi. Bientôt, il n'y eut plus accroché au tronc qu'un jeune garçon, freluquet certes, mais alerte et décidé. « Tu ferais mieux de redescendre maintenant, avant de te rompre le cou », lui criait-on. « S'il regarde en bas, il va avoir le vertige et tomber. Pour sûr, gringalet comme il est, il va se mettre à pleurer et finir par se fatiguer. » Mais indifférent aux cris, le jeune homme continua de s'élever toujours plus haut. Il en était maintenant aux 2/3 de son ascension. Les branches devenaient de plus en plus espacées. « Descends, petit, c'est trop dangereux !» l'interpellèrent à plusieurs reprises des spectateurs, tandis que des femmes poussaient des cris d'effroi à vous glacer le sang. Soudain, le garçon arriva au sommet du séquoia et se retourna vers les villageois, en brandissant son poing avec fierté. Puis il redescendit lestement. Quand il sauta sur la terre ferme, il fut entouré par une foule admirative et avide de connaître son secret. C'est alors qu'on s'aperçut que le jeune homme était sourd. S'il avait accompli cet exploit, c'est parce qu'il était resté à l'abri de tous les avertissements négatifs prodigués par les spectateurs. Ok. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Parce que j'ai Oui, Oui, bon, ok. Parce que je voulais pas que la boucle de son reparte depuis mon ordinateur. Du coup, ouais. Alors là, on est dans une version petit conte, voilà, 2 minutes à peine, avec une petite morale cette fois-ci, mais peu importe. On a quelques supports à vous proposer à la fin de cette présentation. On les avait déjà partagés la dernière fois, mais parmi les contenus qu'on met à votre disposition, vous trouverez d'autres variétés de contes, parfois un peu plus hypnotiques, etc., ou parfois plus neutres. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est de s'octroyer des petits moments sans objectif dans la journée. Alors, ça paraît paradoxal, plus on est sous l'eau, plus on est à la ramasse, et plus il faut être capable de s'octroyer ces quelques moments de rien, entre guillemets. Je repartage ma présentation initiale. Voilà, on en était ici. Donc, ça, c'était le premier type de pause. Le deuxième type de pause, je vous le disais, c'est tout ce qui vise à la détente, la relax. Alors, je ne sais pas ce que vous pratiquez. Ça peut être intéressant peut-être que vous nous donniez certaines de vos techniques dans le chat. N'hésitez pas. Voilà, tout ce qui vous fait du bien et qui pourrait être intéressant pour vos collègues de découvrir si jamais ils ou elles ne pratiquent pas. Et puis, enfin, dernier type de pause, ce sont les pauses, on va dire, anti-gamberge, peut-être, Laurence, on peut les appeler comme ça. Donc, je le répète, c'est les moments où vous n'arrivez plus à stabiliser votre esprit parce que vous êtes envahi par un certain nombre de pensées intrusives. Et c'est là, finalement, qu'on peut essayer d'utiliser un petit peu les limites des capacités de traitement que l'on avait vues lors du dernier webinaire, c'est-à-dire, souvenez-vous, puisque mon cerveau a du mal à faire 2 choses consciemment en même temps, si j'arrive à le forcer à faire quelque chose de très stimulant, eh bien, j'ai plus suffisamment de ressources pour continuer à me faire du souci. Le principe est assez basique, c'est une forme de diversion. Et c'est un petit peu les pauses de type Sudoku. Voilà, je ne sais pas si vous pratiquez. Alors moi, je ne suis pas du tout joueur, je n'ai jamais compris pourquoi les gens s'évertuaient à faire ces grilles de Sudoku. Là, ça me paraît tout à fait austère et rébarbatif, mais en fait, je crois que les gens, quand ils sont avec leur grille de Sudoku, ils sont à fond avec leur grille de Sudoku et ils sont pas ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment et puis en plus quand la grille est résolue, il y a une extase chimique dans le cerveau, donc c'est tout à fait intéressant. Peut-être que Laurence, pour terminer de manière un petit peu ludique cette intervention, on pourrait plutôt qu'un Sudoku, moi je préfère le tautogramme. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le tautogramme. Tu peux nous expliquer, Laurence, s'il te plaît? Oui, un tautogramme, c'est essayer de rédiger une phrase la plus longue possible avec tous les mots qui commencent par la même lettre, même les petits mots de liaison. Une phrase ou un texte.
voilà, une phrase On ou un peut texte. peut-être demander un tautogramme en D, c'est plus facile pour En D, Y, pour oui, terminer alors la… en D, je peux même donner un petit exemple. On a un tautogramme qui dit des dindons dodus dînent des donuts, par exemple. Voilà. Voilà. Bon, allez, à vous de jouer. On vous laisse. Alors, faites-le papier-crayon parce que mentalement, c'est quasi impossible. Et on vous invite à mettre vos plus beaux tautogrammes dans le chat là, pendant Oui, quelques tout à fait. instants. Et Alors, évidemment, il faut sinon, que votre truc soit racontable. Hein, sinon… non, il y a un petit commentaire pour se détendre, c'est s'asseoir dans des fauteuils très confortables dans le bureau de la RH. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a un Je message partage avec toi. subliminal vis-à-vis de la RH? On ne sait pas. Et oui, enfin, en tout cas, avoir des espaces, des lieux ressources, soit directement à l'endroit où vous travaillez, soit pas loin, ça reste une valeur sûre. Hein. Voilà, la nature, enfin, voilà, j'imagine que si vous travaillez dans ce milieu-là, c'est que vous êtes convaincu de ça, mais la nature, ça reste une valeur sûre, bien sûr. J'ai un retour, Gaël, que je veux bien partager avec toi. Donc, pour se détendre et arrêter de gamberger, il faut arrêter de regarder les news en continu. Ça n'empêche pas forcément de se tenir au courant des actualités, mais ça évite surtout de vivre dans le climat de peur actuel et de crise. Voilà. Voilà, ça reboucle, c'est le cas. Ouais. Ça reboucle avec ce que on expliquait tout à l'heure sur le circuit de l'information de la peur. C'est-à-dire si on remet 2 euros là-dedans en étant soumis à cette pression médiatique et évidemment à la tristesse parfois du monde dans lequel on vit, on en arrive à oublier tout ce qui par ailleurs fonctionne bien parce que on voit bien aussi que ces boucles de traitement négatif, comme elles sont courtes, elles sont hyper efficaces. Donc, en gros, c'est hyper facile de plomber l'ambiance. Et ça, c'est pareil pour les chaînes d'infos en continu, mais c'est pareil dans l'ambiance d'une clinique, d'un cabinet vétérinaire. C'est facile de plomber l'ambiance. C'est toujours beaucoup plus difficile de la reconstruire et de la positiver parce que, à nouveau, ça implique des boucles de traitement plus positives. Et j'imagine que, en tout cas, se préserver du contexte un peu négatif, en tout cas anxiogène dans lequel on vit, c'est une des sources de vie confortable actuellement. Enfin, je ne sais pas, mais moi, pendant le Covid, les premiers confinements, je regardais une demi-heure de BFM TV ou autre et je n'arrivais plus à ventiler. Hein. Alors, voilà. Après 2 jours de sevrage, bizarrement, tous les symptômes disparaissaient. Donc, voilà. Moi, je me suis fait ma raison à partir de ça, notamment. Je te relais deux autres commentaires. Il y a Cyril qui dit qu'il faut remplacer le scroll du fil d'actu par 30 secondes de flamant rose et un sudoku. C'est ça. Donc ça, c'est ça. Par contre, là, il y a un commentaire très intéressant. Le scroll frénétique que nous pratiquons pour beaucoup peut donner la sensation de se détendre, mais est souvent teinté de culpabilité, de la sensation de perdre du temps. C'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est souvent une perte de temps. Oui. Ça, on l'avait un peu abordé la dernière fois, mais je veux bien y revenir parce que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, bon, partons du principe que le cerveau, il adore ce qui est nouveau et ce qui est facile. Alors, autant vous dire que balayer des écrans, scroller comme ça lui donne satisfaction. Là, à nouveau, ce n'est pas le circuit de la peur, mais ça va flatter ce qu'on appelle le circuit de la récompense immédiate, qui est aussi une boucle courte et qui court-circuite la partie frontale. Donc ça donne du plaisir immédiat et facile. Donc oui, c'est comme les comportements des animaux, pour le coup, c'est-à-dire que le cerveau il va avoir tendance à reproduire ce qui lui procure du plaisir. C'est un comportement adaptatif. Mais néanmoins, on voit que pendant qu'on fait ça, on ne contrôle absolument pas ce qui nous arrive. Du coup, en ce qui concerne les usages digitaux, pas de jugement moral là-dessus, on a tout à fait le droit d'aller sauter sur son réseau social favori quand on a 2 minutes à tuer, mais autant que faire se peut, faisons-le en conscience, parce que c'est ça qu'on a envie de faire à un moment donné, pas de problème, ça peut détendre, ça peut amuser, ça peut faire ce que vous voulez. À partir du moment où ça devient un automatisme et qu'on le fait sans intention, sans réflexion, oui, non, là, c'est plus du tout régénérant. C'est frustrant, c'est fatigant, c'est de la stimulation attentionnelle et on ferait juste mieux de s'octroyer 2 moments de mode par défaut, des petits instants de mode par défaut, ce serait beaucoup plus satisfaisant au final et beaucoup plus efficace pour la gestion mentale globale des informations.
Un commentaire, mais c'est la même chose. La gestion des notifications sur les téléphones peut énormément jouer sur notre charge mentale. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est ce que c'était la première diapo, la première stratégie. Je suis passé assez vite là tout à l'heure, mais ouais, la déconnexion dont je parlais, c'est quand même la clé, c'est quand même la base. Si on n'est pas capable de sortir de ça, de toute façon, on ne sera pas capable de s'octroyer les petites pauses et les petits exercices dont on parle là, qui sont pourtant les clés de notre survie dans ce monde. Alors, oui, si on vivait dans un monde où on pouvait se contenter de réinventer l'eau tiède en permanence et fonctionner en mode automatique, on n'aurait pas besoin de faire tout ça, le cerveau se débrouillerait tout seul. Mais je pense que votre métier évolue, je pense que vous devez gérer de la pression, vous devez trouver des solutions originales, enfin, c'est pas que je pense, je suis sûr. Donc ça ne peut pas se faire sans cette espèce de discipline intellectuelle et donc oui, la nécessité de s'octroyer des petits moments pour soi. Et quand je dis pour soi, ça peut être avec un support digital, pourquoi pas, mais c'est des moments qui sont tournés vers soi-même et où on décide, et c'est nous qui choisissons les informations que l'on traite, et on arrête de se laisser happer par tout ce qui vient de l'extérieur. J'ai un autre commentaire avant de te donner quelques tautogrammes. Il y a, dans une clinique, il y a un chat mascotte qui joue un rôle très important pour la relaxation. Quand il sent que ça pulse trop, il étale ses 6 kilos de muscles dodus sur le cahier des rendez-vous. Voilà. D'accord. Alors, c'est plus un chat, c'est un lynx, ça, non? Oui. Alors, figurez-vous que, petite anecdote, là, je vous parle, moi, depuis le bureau de la mairie de la commune dans laquelle j'habite. Il se trouve que je suis maire de ma commune. Je ne sais pas si vous avez aperçu le lino tout à l'heure quand on faisait le tautographe, mais du coup, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon prédécesseur. C'est pareil, le jaune derrière moi, c'est pareil. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais on a aussi recueilli dans la commune un chat, et le chat qui traîne à l'accueil et qui a un effet hyper effectivement apaisant sur tout le monde et notamment sur l'administré, parfois un petit peu énervé, qui déboule parce qu'il n'est pas content, parce qu'on a oublié de passer le chasse-neige devant chez lui, ce qui est un peu le cas en ce moment chez lui. Voilà, donc oui, bien sûr, il y a aussi, et là vous en êtes convaincus, tous convaincus, oui, il y a des médiateurs comme ça d'émotions et qui de toute façon créent une interaction positive et favorable et qui renvoie une image de calme et de douceur. Et le chat, si on aime les chats, j'imagine, si on n'aime pas, c'est pas ça. Mais renvoie ça. Alors, avant, peut-être qu'il peut y avoir d'autres questions. Je te donne quelques tautogrammes. Alain aime avoir amour, Aurora, Annery. Alors ça, c'était un tautogramme en A. C'est pas facile. Alors, là, j'en ai un en T. Tu tons ton tapis tout taché. Bravo. Voilà. Et enfin, un en D. Des déesses dorment dans des divins draps douveteux. Ça, c'est engageant. Alors, bon, bravo. Merci à toutes et à tous pour ces exemples-là. Dans ce type de pause, alors, on s'était donné comme fin, nous, 13h45, c'est toujours c'est OK pour tout le monde. On pouvait aller jusqu'à 13h45. Ouais. Oui. Donc, peut-être juste s'il y a des gens qui doivent nous quitter un petit peu plus tôt, j'aurais dû préciser leur dauphin, je suis désolé, je ne l'ai pas fait. Pour aller plus loin, je vous redonne quelques petites ressources, notamment digitales, où vous retrouverez certains exercices, notamment des petites histoires de 2 minutes, etc., pour vous aider à divaguer. Il suffit pour vous de flasher ce code-là, mais peut-être l'avez-vous fait la dernière fois. Enfin, en tout cas, de toute façon, on vous distribuera la présentation. Et puis, il y avait une slide de conclusion Ergon que je vous diffuse là. Donc, on est à votre disposition encore avec Laurence si vous avez d'autres questions. On peut continuer aussi dans la pratique d'exercice si vous le souhaitez. Dites-nous un peu. On peut faire exactement comme vous le souhaitez à la fin. En attendant, est-ce qu'il y a des réactions? Pas pour le moment, mais je te donne le dernier tautogramme. Tout travail terminé t'apporte toute tranquillité. Je trouve ça. Ah, voilà. Bravo, ça fait une très belle fin. Est-ce que tu as d'autres exercices, Yael? Encore oui, exercices, s'il te plaît. Oui, alors je reviens sur cette diapo-là. Au-delà du tautogramme,
je pense à ce que vous pouvez faire au quotidien et au bureau, parce qu'on va utiliser justement l'environnement de travail pour ça. C'est une technique suisse qui s'appelle l'Attention Technique Training qu'on utilise en cas de remédiation, dans le cadre de remédiation cognitive chez les schizophrènes notamment. Alors, je ne fais pas du tout de parallèle entre les ASV et les schizophrènes, hein, bien sûr, mais vous allez voir que certaines choses qui marchent dans la remédiation cognitive peuvent marcher chez le commun des mortels. Alors, pour caricaturer un peu, les schizophrènes, ce sont des gens qui entendent des voix. Alors, ces voix, ils les entendent réellement. Hein, quand on les met dans une IRM, il y a une réelle activation de leurs aires auditives, donc il y a une réelle stimulation pour eux. Donc, vous imaginez la difficulté pour eux pour faire le distinguo entre ce qui est autoproduit ou ce qui vient réellement de l'extérieur. Ça ne se soigne pas, malheureusement, la schizophrénie. Mais par contre, on peut les aider à vivre avec cette petite voix en leur apprenant à orienter leur attention ailleurs que sur leur fort intérieur, en quelque sorte. Et cette technique de training attention technique, on va faire un petit exercice. C'est un exercice qui est articulé autour des sons dans notre environnement. Alors, soit vous le faites avec les sons qui sont autour de vous, soit là, on vous a créé une bande son spécifique et je vous propose de la diffuser. Vous allez voir, dans la première partie de cette bande son, et ça, vous pouvez le faire avec les bruits du quotidien autour de vous, on va travailler la focalisation attentionnelle. Vous allez essayer d'extraire un son et puis d'ignorer les autres. Dans la deuxième partie de cet exercice, on va vous demander de travailler la flexibilité attentionnelle. Dès que vous avez un son, vous le lâchez, vous en prenez un autre. Et dans la troisième partie, on va vous demander d'essayer d'intégrer tous les sons à votre disposition pour essayer de vous fabriquer une espèce d'image mentale sonore avec tous les sons que vous pouvez récupérer. Et ça crée un mouvement d'ouverture de votre attention vers l'extérieur, ce qui fait que ça diminue l'attention que vous allez prêter à vos propres soucis, à vos propres tracas du moment. Voilà. Donc c'est plutôt rigolo et on peut terminer, on a ce petit exercice en stock pour celles et ceux qui veulent bien l'essayer. Voilà. Gaël, avant que tu lances l'exercice, il y a une question. Si on a tendance à gamberger la nuit, est-ce qu'il y a des exercices, est-ce que tu as des exercices pour couper la boucle de réflexion et faciliter le sommeil? Oui, alors je crois que l'astuce pour ça, c'est garder un système de prise de notes à côté de votre lit ou n'importe où. Enfin, globalement, l'idée d'avoir un système de prise de notes à côté de soi et d'être capable de coucher sur le papier tout ce qui nous turlupine à un moment donné, c'est assez facile et ça marche bien. C'est-à-dire que cette gamberge, elle est liée souvent à des choses auxquelles on ne souhaiterait pas penser, mais qui sont émotionnellement fortes. Si on les couche sur le papier, sans chercher à structurer, mais qu'on met des mots dessus, comme je l'expliquais, ça atténue l'ampleur émotionnelle. Et puis, si c'est de la gamberge qui est associée à des choses qu'il va falloir qu'on fasse après ou qu'on ne peut pas oublier, c'est dommage de dépenser des ressources intellectuelles pour essayer de ne pas oublier des choses. Il suffit de les noter. Une fois que c'est couché, c'est couché. Et puis, vous allez voir, miracle du papier, la plupart du temps, une fois que c'est couché, vous allez même oublier que vous l'aviez marqué. Et puis, il y a quand même pas mal de choses qui se résolvent toutes seules, finalement. Quand vous retrouvez votre papier, vous dites, ce qui semble être un souci, ça ne l'est pas forcément parce que vous n'y avez plus pensé, puis les choses se sont passées comme ça. Donc, voilà. Moi, je conseille vraiment ça. Et si jamais vos insomnies durent un peu trop longtemps, extrayez-vous du lit pour aller ailleurs et pour que votre lit reste associé au sommeil et pas au moment où vous faites un peu la crêpe en vous tournant d'un côté, de l'autre, etc. Les marins qui font le Vendée Globe Challenge, qui dorment sur des temps très courts, 6 mois avant le départ de la course à terre, ils dorment déjà sur leur couchette pour que ce soit associé à du sommeil immédiat, etc. Voilà, petite technique. Je vous partage ce dernier exercice? Oui. Allez, c'est parti. Hop, il s'appelle ouverture d'esprit. Voilà. Pour commencer, s'il vous plaît, prêtez attention au crépitement du feu.
Focalisez maintenant votre attention sur le vent, s'il vous plaît. Faites attention maintenant à l'orage. Prêtez attention aux chats. Repassez sur le feu. Prêtez attention au vent. Au chat maintenant. À l'orage. Et maintenant, essayez de passer très vite de l'un à l'autre. D'abord le feu, l'orage, le vent, le chat, le vent, et maintenant, zappez vous-même d'un son à l'autre. Maintenant, essayez d'intégrer progressivement tous les sons dans une seule et même image mentale. Essayez vraiment d'englober l'intégralité des sons que vous entendez. Alors, je vais vous arrêter brutalement parce que je vois le temps qui passe. Mais voilà. Je ne sais pas où vous étiez arrivé avec cet exercice-là, mais on voit en tout cas que c'est plutôt c'est assez agréable à faire. Ça peut vraiment être fait indépendamment de la proposition de bande son. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se recentrer puis de créer ce mouvement d'ouverture sur l'extérieur pour couper ces boucles de rumination et de gamberge. Voilà. C'est agréable, facile, puis c'est une pratique un petit peu originale dont on n'a pas forcément l'habitude. Donc, voilà, je vous incite à le faire. Moi, je le fais assez régulièrement. Alors,
à partir du moment où on travaille dans un environnement, et ce qui est votre cas, qui n'est pas complètement sacralisé, où il y a plein de petites perceptions à aller chercher, ça fonctionne bien, c'est plutôt rigolo. Voilà. Petite question, Gaëlle, est-ce que tu as des exercices spécialement appropriés ou des idées d'exercices pour les personnes hyperactives? Parce que concernant la bande-son qu'on vient de passer, il y a beaucoup d'informations sonores et c'est du coup inaccessible. Donc, pour cette personne-là, elle n'arrive pas à se focaliser sur un son en particulier. Ouais. Ça peut même tendre, parce qu'il y a trop de simulation. Ouais, bien sûr. Alors, la première chose, c'est de partir du niveau de là où on est. C'est pas de se mettre à la barre trop. Je veux dire, il faut peut-être le refaire régulièrement et puis voir progressivement. Ça se travaille quand même. Ça c'est une fonction qu'on peut améliorer. Et puis surtout pour les gens qui sont hyper actifs. J'en parle pas spontanément parce que souvent les préconisations elles sont un peu inverses de celles que j'ai tendance à préconiser pour les gens qui ne souffrent pas de ce type de troubles de l'attention. C'est des gens qu'il va falloir surstimuler. Alors peut-être que quand vous écoutez ce type d'exercice, il faut que vous rajoutiez du mouvement, il faut que vous vous déplaciez, il ne faut peut-être pas le faire statique. Il faut rajouter de l'association, rajouter du mouvement. Mais souvent, les stratégies de la gestion des troubles de l'attention, elles s'opposent souvent à ce qu'on propose, qu'on a tendance à proposer en disant voilà, calmons le jeu, limitons la stimulation. Non, dans certains cas, on peut effectivement renforcer un peu la stimulation. Et je pense que le fait de s'autoriser à bouger, à avoir des petits rituels de gestuels vont faciliter le traitement de l'information pour les gens qui sont dans cette situation-là. Merci. Est-ce que tu peux redonner le nom de l'exercice qu'on vient de voir Alors, l'attention training technique, ça s'appelle. Voilà. Vous pouvez trouver, c'est des exercices qui ont été développés à Genève, à l'Université de Genève. Et la version qu'on vient d'écouter, je pense qu'elle fait partie des exercices qu'on met à votre disposition, Laurence, là. Pas celui-ci, mais je vais. On peut le rajouter. Ouais, je vais faire en sorte de le rajouter. Il y a un petit commentaire, un bon exercice est d'écouter le silence. Il est rempli de bruit. Eh oui. Oui, bien sûr. Et quand, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une chambre acoustique où vous avez du vrai silence, c'est très étrange. Ouais, c'est du silence très, très stimulant qu'on écoute habituellement. Je n'ai plus de questions dans le chat, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent peut-être ouvrir aussi caméra micro si vous voulez, si on part sur quelque chose de plus informel. Est-ce que vous voulez que je peux repartager la présentation. Et sinon, voilà. Super, merci Gaëlle. Voilà. Avec le QR code aussi pour flasher. Avec le QR code, oui. Je reviens là-dessus. Juste un petit instant. Voilà, je pense que ça doit être bon. Écoutez, donc, n'hésitez pas à, si vous avez encore quelques instants, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, des réactions, si vous voulez aussi partager quelque chose, peut-être au-delà c'est peut-être plus simple de le faire à l'oral que par chat. Je pense notamment aux pratiques sur lesquelles je suis allé assez vite, où on cherche plutôt la détente. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent pour vous que potentiellement, moi, je ne peux pas connaître. Je ne suis pas du tout le spécialiste de ces choses-là, mais est-ce qu'il y a des pros de la sophrologie, des adeptes de la méditation parmi vous? Est-ce que la marche, on en a parlé un petit peu. Quel type de pratique fonctionne pour vous détendre? On n'a pas de retour, mais je pense qu'on va donner la parole à Cyril pour qu'il puisse conclure. Bon, moi, ça y est, je suis reposé, rasséréné, et voilà, ça pétille. Les techniques qu'on a vues peuvent être utilisées au quotidien. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent c'est pas forcément possible, etc. Je pense que là, on a vu des techniques très courtes. On parle d'1 minute, on parle de 20 secondes de flamant rose. Ça, c'est faisable n'importe quand, n'importe où.
Et si Gaël Alain vous dit que ça change le fonctionnement de votre cerveau, croyez-le et faites-le. Donc, comme je disais, moi, je marche quasiment à chaque fois que je suis au téléphone, j'ai besoin de marcher, j'arrive pas à rester statique. Je vais essayer de parler et de gérer des dossiers en faisant le flamant rose. Peut-être pas au milieu de la consultation, mais sur les choses en arrière-salle, ça peut se faire. Les petites pauses, les micro-pauses comme ça se fait. Tout le monde trouve le temps, comme on disait. Les stats disent qu'on regarde notre téléphone 200 fois par jour. Donc, tout le monde trouve le temps de faire un petit scroll, de regarder une notification. Donc, finalement, à moins que vous ayez une politique dans votre clinique où les téléphones sont laissés au casier, vous ne les avez pas, mais si vous êtes capable d'avoir votre téléphone et de scroller quelques fois par jour, vous êtes capable de faire une petite pause et de remettre votre cerveau en condition. Donc, essayez de le faire. Je vais essayer de le faire. Et j'espère que ça nous fera à tous. Donc, voilà. Merci beaucoup à Gaël. Merci à tous. Toujours pareil, une grosse interaction sur le chat. Ça fait très plaisir de voir à quel point vous étiez investis dans tout ça. De très belles tautologies, certaines que j'ai vraiment envie de garder et d'encadrer. Et voilà. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Ergon Café destiné au non-veto. Je ne sais pas encore quand ou le thème. On va retravailler là-dessus dès ce début d'année avec l'équipe. Je remercie de nouveau nos partenaires annuels, donc Dome Pharma, ILS MSD, Royal Canin, et toute l'équipe Ergon qui nous a aidés à préparer tout ça. Si jamais des gens ont encore des questions, balancez-les, on est encore là quelques secondes. Sinon, je vous souhaite à tous un très bon après-midi, de très bons moments de réflexion, de pause, et j'espère vous retrouver dans quelques mois avec de nouvelles manières d'aborder votre stress et votre surcharge mentale. Merci à tous. Merci. Il y a beaucoup de partage, Gaël, de techniques type petit bambou, bien sûr. Ouais. Bien sûr, la sophrologie. Il y a un exercice que je connaissais pas pour ma part, qui est l'exercice de la bougie en sophrologie. Voilà. Méditation, randonnée, yoga, tout ça. Voilà, c'est vraiment des choses à expérimenter, quoi qu'il en soit. Enfin, voilà, mais en étant raisonnable et réaliste, ça peut ne pas fonctionner pour nous, ce type de technique, et il faut savoir zapper. Ouais, la cohérence cardiaque, je vois passer, j'ai ouvert le chat maintenant, c'est plus facile. Ouais, c'est mieux. Oui. Allez, moi je vais me préparer, je vais mettre fin au live. Bonne journée à tous, à bientôt. Ouais. Eh ben merci à toutes et à tous.